Voici la première représentation connue d'un mur d'escalade. Elle date de 1867, bien avant l'apparition de nos salles d'escalade modernes flambant neuves, à une époque où même l'alpinisme n'en était qu'à ses balbutiements. En voyant cette illustration, on se dit sûrement à raison que plusieurs murs de ce type ont donc dû exister dès le 19e siècle. Et pourtant, ce mur n'a jamais été considéré comme le premier mur d'escalade au monde. Cette illustration est en fait tirée du manuel d'athlétisme et de gymnastique de 1867. Ce mur est donc réalisé dans un but d'éducation physique et non pas d'entraînement spécifique à l'escalade. Un prémisse qui montre bien ce que restera le mur d'escalade pendant très longtemps, un outil d'éducation et d'initiation, mais en aucun cas un outil d'entraînement. Bonjour à tous, c'est Miguel de Caillou TV et vous regardez un nouvel épisode de Parlons Caillou. Et aujourd'hui, je suis dans la salle d'Emerauc Pardieu à Lyon pour vous expliquer un petit peu comment on est passé d'un sport où l'on grimpe sur des cailloux à ces murs flambant neufs qui ne représentent plus vraiment le quotidien d'un grimpeur. Et si je vous disais que le mur d'escalade a commencé par être considéré pendant très longtemps comme un outil d'éducation et d'initiation, cela suit en fait assez logiquement la trame de l'histoire de l'escalade dans son ensemble. Je le rappelle, à la transition entre le 19e et le 20e siècle, l'escalade n'est encore qu'un outil pour l'alpinisme et l'on n'a pas un besoin immense de progression technique et physique comme si cela était un sport à part entière. Et à vrai dire, les traces de murs d'escalade sont complètement inexistantes à cette époque. Il faudra donc attendre les années 30 et l'apparition d'un certain Clark Shurman pour voir la construction d'un premier édifice dédié à la pratique du sport. Clark Shurman est né en 1882 dans l'état du Wisconsin, aux États-Unis. Passant son temps à dessiner ou à écrire des poèmes, une partie de lui est artiste. Il semblerait d'ailleurs que cela fût même partie de sa profession, complétée par son autre activité, exécutif chez les scouts. Clark Shurman n'a pas toujours eu beaucoup de chance dans sa vie et en 1918, alors qu'il vit à Détroit avec sa famille, il voit sa femme décéder dans l'épidémie de grippe de l'époque, 8 ans après avoir déjà perdu son fils. Pas de bol. Après ce tragique accident, il choisit d'envoyer sa fille vivre près de Chicago pendant qu'il déménage à Seattle, où il se découvre une passion pour la montagne. Il rejoint alors les Boy Scouts of America de l'État, institut avec lequel il travaillait déjà à Détroit et devient guide. C'est alors entre cette quête d'éducation, sa vision d'artiste et sa passion pour la montagne que naît dans l'esprit de Clark un fantasme de grimpeur des temps anciens. Construire une véritable montagne artificielle pour pouvoir initier des personnes à l'alpinisme. Pendant des années, il réalise des prototypes en argile de son projet jusqu'en 1937 où, avec l'aide de la Works Progress Administration, il entame la réalisation de son rêve. S'ensuit alors une période de grands travaux. Des pierres sont acheminées jusqu'au Camp Long, dont il est lui-même l'un des fondateurs, où pendant 2 ans elles sont cimentées entre elles pour réaliser un édifice encore jamais vu pour l'époque. Et finalement, en 1939, Clark Shurman aboutit enfin à ce qui sera le premier mur d'escalade au monde, le Monitor Rock. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Aujourd'hui, on appellerait juste ça un mur, mais un mur dédié à la pratique de l'escalade. Ceci étant, si l'on met de côté son aspect pour le moins primitif, le mur était extrêmement complet pour l'époque. Du haut de ses 6 mètres, le mur était véritablement pensé pour la pratique. Un côté servait pour les escalades faciles, tandis que l'autre, plus corsé, permettait l'apprentissage de techniques poussées grâce à une section en cheminée, un dièdre, du dévers et même une partie cimentée imitant l'aspect d'un glacier. Le Monitor Rock sera reconnu à jamais comme la première structure artificielle d'escalade au monde et sera grandement utilisé par les scouts du camp pour s'initier ou parfaire leur technique d'escalade. Quant à Clark Shurman, il mourra en 1955, nous laissant ses poèmes dont je tire ces quelques mots « Last campfires never die, and you and I on separate ways to life is December, will dream by this last fire and have this mountain to remember ». 2 ans plus tard, le Monitor Rock sera renommé Shurman Rock en l'honneur de son créateur et continuera de servir pour de longues années à venir. Il sera fermé au public à la fin des années 90 avant d'être rénové et de rouvrir en 2003 pour le plus grand bonheur de l'histoire. Aujourd'hui, mur d'escalade rime avec indoor et à l'exception d'événements particuliers ou de quelques salles disposant d'un mur extérieur, il est assez rare de voir de telles installations en outdoor. Mais en fait, à l'époque, ce genre de structure est plutôt logique. Grimper, c'est avant tout un geste d'extérieur. Et à ce moment-là, on veut reproduire ce geste pour l'amener de manière la plus fidèle possible aux néophytes. En France, la première apparition d'une structure d'escalade artificielle arrive en 1955 lors de la Fête de l'Humanité, aussi abrégée Fête de l'UMA.
Il s'agit d'une tour en bois, haute de 25 mètres et construite par la FSGT. Et si vous ne connaissez pas la FSGT, une petite explication s'impose. FSGT est l'abréviation de la Fédération sportive et gymnique du travail, qui fut l'un des acteurs majeurs du développement des murs d'escalade en France. Je vous passe les détails, mais de manière succincte, la FSGT est une fédération populaire, historiquement rattachée au communisme et au socialisme, qui cherche à rendre le sport accessible à tous. En 1934, elle crée le groupe alpin populaire qui deviendra la section montagne de la FSGT et se tournera plus tard exclusivement vers la pratique de l'escalade. Puis en 1955, donc, elle crée cette fameuse tour dans le but de faire découvrir l'escalade à un public plus urbain. Après ce succès retentissant, la FSGT continuera de s'impliquer dans la fête de l'humanité pendant encore quelques années avant de s'écarter de l'événement, mais ce n'est que partie remise. Dès 1978, se rendant compte malgré ses efforts que la montagne reste un milieu élitiste et coûteux, la FSGT lance la campagne « Des montagnes dans nos villes ». Comprenez, si le public ne peut pas se déplacer, nous amènerons des montagnes à lui. Et pour dynamiser cette campagne, la FSGT renoue avec la fête de l'UMA dès 1981. Mais cette fois-ci, la fédération se dit qu'une tour de 25 mètres, demandant 15 jours d'installation et une semaine entière de démontage, n'est peut-être pas le meilleur moyen de s'intégrer au paysage urbain. En plus de ça, les organisateurs se rendent très vite compte qu'une tour de 25 mètres n'est pas le meilleur moyen pour rendre la pratique populaire et surtout indépendante. Et à ce moment-là, c'est l'époque où sont développés les premiers circuits sur les blocs de Fontainebleau. Vous savez, ces petites flèches sur les rochers qui vous indiquent un parcours de blocs de difficulté globalement équivalente. S'inspirant donc de ce nouveau phénomène, Gilles Rotillon et surtout l'architecte Jean-Marc Blanche vont prototyper des blocs en bois pour permettre au public de découvrir la pratique. Encore une fois, c'est un succès. Et un succès tel que le secteur commercial se l'appropriera au cours des années suivantes, construisant plusieurs de ces structures un peu partout. Structures qu'on a d'ailleurs encore souvent l'habitude de voir aujourd'hui dans des parcs pour enfants ou des environnements scolaires. Et là, il faut que je vous prévienne d'un truc. Quand j'ai commencé cette vidéo et que je suis allé faire mes recherches sur internet, je me suis rapidement rendu compte que c'était le bordel au niveau des dates. On avait beaucoup de mentions écrites de certains murs ou de structures artificielles, mais souvent avec très peu de détails et pas d'illustrations. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces premières constructions ont été des initiatives personnelles et n'ont pas forcément vu le jour ou été popularisées auprès du grand public. La liste des constructions qui vont suivre est donc non exhaustive et ne reflète qu'une réalité partielle de l'histoire. Ceci étant, on pourra quand même citer ce mur d'escalade construit à Munich pour le magasin Sportcheck en 1968 sur base des plans de l'architecte Hans Feldussen. Une construction de 14 mètres de long, 3 mètres de large et 9 mètres de hauteur réalisée en béton armé. Et attention, petit secret de fabrication de l'époque, l'adhérence était obtenue en martelant les faces au marteau-piqueur à air comprimé, ça ne s'invente pas. Toujours à Munich, est érigée en 1969 à l'occasion d'une exposition loisirs, sport et camping, cette tour en bois, comme on atteste ses plans d'une rare précision. Cette tour mesure 10 mètres de haut et est construite là encore dans un but de démonstration. Quelque temps après l'exposition, elle est tout de même remontée dans les jardins du club alpin allemand. On continue avec en 1969 toujours cette tour en bois à Mons-sur-Meuse en Belgique, une tour plutôt destinée aux techniques spéléo, mais je trouvais quand même intéressant de la mettre puisqu'il y a une voie d'escalade avec quelques prises sur une face et il y a une petite anecdote. Après son érection, quelques mois plus tard, la tour a été entièrement démontée et remontée dans une prairie où elle fut détruite, foudroyée au cours d'un orage dans les années 80. Ouais, le paysage historique des structures d'escalade artificielle est décidément plein de surprises. Et comment parler de structures extérieures d'escalade sans mentionner l'une de nos curiosités nationales avec la Dame du Lac. Contrairement aux précédentes citées, vous connaissez probablement cette sculpture d'escalade érigée en 1975 par Pierre Zekeli. Aujourd'hui fermée au public pour des raisons évidentes de sécurité, elle est tout de même très utilisée par les adeptes du parcours qui réalisent des vidéos assez folles dessus. Et d'ailleurs très récemment, Mika Mawem a publié un post sur son compte Instagram le montrant effectuer un mouvement assez impressionnant sur cette sculpture. Et je termine avec une mention spéciale pour ce mur mobile de la marque Alpi In, datant d'un peu plus tard, 1986 pour être exact, et dont on se demande vraiment si son utilité première est de grimper dessus, ou plutôt de tirer des projectiles de 90 kg à plus de 300 mètres lors de sièges moyenâgeux. Alors si je vous parle de ces murs, c'est parce qu'ils reflètent les itérations de l'époque, mais on est bien d'accord qu'aucun d'entre eux ne s'est inscrit durablement dans le paysage de l'escalade sportive, car la vraie révolution, c'est en indoor qu'elle s'est passée.
Parmi les structures qu'on a vues juste avant, aucune n'était dédiée à la pratique intensive de l'escalade. Elles étaient soit destinées à de l'initiation, soit à des exhibitions. Or, à cette époque, les ascensions atteignent un point où un entraînement régulier durant toute l'année devenait nécessaire. Problème, durant un peu moins de la moitié de l'année, il ne fait pas chaud partout pour s'entraîner sur des falaises. C'est donc assez logiquement que ce sont nos amis britanniques, portés par leur climat fort humide, qui furent précurseurs dans la construction de murs d'escalade en intérieur. Et si vous cherchez un peu partout sur internet quel a été le premier mur d'escalade indoor au monde, il y a de fortes chances pour que vous tombiez sur un mur créé par Don Robinson à l'université de Leeds en 1964. Mais cette histoire est vraisemblablement fausse et sont d'ailleurs recensés plusieurs murs qui lui sont antérieurs. Par exemple, il est plus probable que le tout premier mur fut construit à Penrith, toujours dans le nord de l'Angleterre, en 1960 par la Cumberland Education Academy à la Hullwater School. Il s'agissait là encore d'un mur d'escalade destiné à l'éducation physique et sportive. On pourrait aussi parler du mur du Meadow Boys Club, un club d'activité outdoor de Nottingham. Le mur date de 1962 et fut apparemment le premier mur à avoir été utilisé pour un entraînement personnel et non plus simplement pour de l'initiation collective. Les mecs ont d'ailleurs poussé le truc tellement loin qu'ils se sont même servis de la charpente en métal pour s'entraîner à de l'escalade artificielle. Sachez aussi que dans le livre Escalade, s'initier et progresser, écrit par Jean-Pierre Verdier et paru en 2004, fait état d'un premier mur construit dès 1945 dans un certain gymnase alpino-drôme en France. Mais comme le livre dit explicitement quelques lignes après que le premier vrai mur français date de 1981, je suppose qu'il était simplement trop mineur pour être considéré tel quel. Sachez que j'ai trouvé cette information sur Wikipédia et que comme je voulais en savoir un petit peu plus, j'ai été regarder la source. J'ai donc acheté le e-book du livre Escalade, s'initier et progresser et quel ne fut pas mon désappointement quand je me suis rendu compte que Wikipédia avait juste fait un copier-coller du bouquin et que ce truc m'a coûté 10 balles. Mais je reviens à ce mur de l'université de Leeds, qui n'est pourtant pas dénué d'intérêt, bien au contraire. S'il est cité comme étant le premier mur indoor de l'histoire, ce n'est pas pour rien. Et l'homme qui l'a construit est maintenant une figure dans l'histoire de l'escalade, il s'agit de Don Robinson. Don Robinson est né en 1927 à Bradford où il connaît une enfance sans le sou et assez complexe. En grandissant, il devient touche-à-tout et connaît des expériences dans énormément de domaines, en attestent ses 4 pages de CV et ses nombreux titres à faire pâlir un coach en développement personnel sur LinkedIn. En 1948, il devient professeur à l'école de Linton, toujours à Bradford, puis en 1964, il migre vers Leeds où il devient professeur à l'université. Utilisant ses connaissances du milieu outdoor, ayant pratiqué de l'alpinisme mais aussi de la spéléo, il a l'idée de construire un mur d'escalade à l'attention de ses élèves. Et pour le construire, Don Robinson a l'idée de cimenter de vrais bouts de roche dans le mur en briques préexistant. Et si cette technique avait déjà été utilisée auparavant, notamment sur le mur du Meadow Boys Club, elle avait un problème de taille, la modularité. En effet, en cimentant les pierres directement au mur, on empêche tout changement postérieur à sa construction. Et c'est une des raisons pour lesquelles les murs ne pouvaient être utilisés comme outil d'entraînement sérieux. Et c'est là que Don Robinson a été très fort. Il avait simplement masterisé cette technique. Sachant pertinemment qu'une fois cimenté, il était impossible de bouger les pierres, Don Robinson avait méticuleusement choisi chaque emplacement. Chaque pierre devait être à l'endroit parfait, ni trop loin ni trop proche des autres pour permettre une pratique exigeante mais possible de la traverser, et c'est ce qui fit le succès international de ce mur. Pour preuve de son efficacité, un jeune étudiant du nom de John Sirott arriva à l'université en 1968 pour étudier la science des minéraux. Il n'avait jamais fait d'escalade de sa vie et quand il rencontra Don Robinson, celui-ci le persuada d'essayer son mur. John se passionna pour cette pratique et très rapidement, il passa de plus en plus de temps à s'exercer, s'amusant à refaire les passages en s'interdisant des prises ou tentant d'autres mouvements. Bref, John était en train d'inventer le bloc en intérieur. Il s'entraîna tant qu'au bout de 2 ans, il avait accumulé plus de 1000 heures d'entraînement. J'ai calculé, ça fait à peu près 1h30 par jour, tous les jours pendant 2 ans. C'est pas si déconnant, mais prenez pas ça pour un chiffre exact quand même. Mais ce qui a véritablement fait du bruit, c'est le moment où John effectua la transition vers le vrai rocher. Encore aujourd'hui, nous savons qu'il existe des personnes exceptionnelles sur résine, mais qui sont incapables ou qui ont beaucoup de mal à faire la transition. Et bien pour John, avec les réalités de l'époque, c'était le contraire. Comme tout le monde apprenait l'escalade en extérieur, faisant face à un engagement certain, on ne pouvait pas augmenter la difficulté de son entraînement de manière infinie, de peur de se blesser. John, lui, avait pu augmenter progressivement l'exigence de son entraînement en bénéficiant d'un milieu sécurisé.
Et c'est là, avec la réponse à l'hiver, le deuxième facteur déterminant de l'escalade en salle, un entraînement dans un milieu sécurisé permettant des mouvements extrêmes. John passa de débutant à gravir des voies côté E2 en 2 ans, ce qui était alors une performance excellente. Quant à Don Robinson, il fonde en 1975 la société DR Climbing Wall, qui connaîtra de belles heures devant elle. Suite à cela, de nouveaux murs, plus modernes, se créeront un peu partout en Europe, toujours dans un but d'initiation ou d'éducation physique, et notamment dans des gymnases, comme par exemple en 1982 au lycée de Corbeil, où les enseignants et élèves de l'association sportive construirent un mur de 300 mètres carrés pour 7 mètres de haut dans leur gymnase sous la tutelle de la FSGT, et en total autoconstruction. Enfin, si le mur de Leeds ne fut pas le premier au monde au sens stricto sensu du terme, c'est sûrement lui qui, de par son utilisation, a amené la création des salles d'escalade. Des salles qui ne tarderont pas à proliférer un peu partout en Europe, mais cela sera pour une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Alors, c'est toujours énormément d'investissement quand je me mets à parler de l'histoire de la discipline entre les recherches et l'écriture du script. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé qu'il sorte un petit peu en retard. À la base, j'avais prévu de vous parler aussi de l'apparition des salles d'escalade, mais je me suis rapidement rendu compte que soit ça allait faire une vidéo extrêmement longue, soit extrêmement incomplète. En attendant, je vous remercie encore. On est toujours plus nombreux sur la chaîne. Vous m'envoyez beaucoup de messages de soutien et ça fait super plaisir. Alors, je vous encourage, comme d'habitude, à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez suivre soit l'actualité du monde de l'escalade avec les Caillou News, soit des sujets de vulgarisation avec les Parlons Cailloux. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous voulez débattre de ce qui s'est dit sur la vidéo ou simplement nous soutenir. Et moi, je vous dis tchuss!